Un système électrique est composé d'éléments et ces éléments en général on les désigne par le terme composant. Ces composants se structurent comme étant des dipôles, c'est-à-dire des éléments qui ont deux entrées-sorties. Alors, l'objectif de ce chapitre, eh bien, c'est d'étudier ces éléments, de regarder leurs caractéristiques et de voir comment ils peuvent s'agencer dans un circuit électrique. Alors, un circuit électrique, c'est un système électrique et nous avons parlé un peu des systèmes comme étant des entités composées d'éléments. Alors là, je vous ai représenté un système tel que nous l'avons décrit dans le premier chapitre, et là, un espèce de système électrique, un circuit électrique composé d'un certain nombre d'éléments. Donc, si on essaye de faire les analogies, on va avoir un système est composé d'éléments. Eh bien, ces éléments sont des dipôles, c'est-à-dire des composants qui comportent deux bornes que j'ai ici symbolisées par ces deux points. Plus tard, dans nos schémas, on supprimera ces deux points pour la lisibilité des schémas. Là, je les ai rajoutés pour bien montrer que en fait, ce composant a deux pôles qui sont interconnectés entre eux. Un système transforme des flux entrants. Ici, le flux entrant, eh bien, ce sont des grandeurs électriques, courant en tension. Et ces flux entrants sont transformés en flux sortants. Et là, ici, eh bien, j'ai représenté des flux sortants sous la forme de courant tension. Mais attention, dans pas mal de cas, et dans beaucoup de cas, eh bien, ça ne sera pas toujours des flux de type courant tension. Ces flux sortants pourront être de divers types, comme de la lumière, par exemple, dans le cas où ce circuit électrique est destiné à commander une lampe. Ça pourrait être un mouvement si ce circuit électrique est destiné à commander un moteur. Ça pourrait être de la chaleur, par exemple, dans le cas d'un radiateur électrique. Typiquement, un radiateur électrique est un circuit électrique dont l'entrée est des grandeurs électriques courant tension, de l'énergie, de la puissance, et dont la sortie, c'est de la chaleur. Et en fait, tous ces composants, tous ces éléments coopèrent entre eux et interagissent entre eux, et ils interagissent grâce aux grandeurs électriques qui sont internes au circuit électrique que je vous ai représenté ici, des courants, des tensions qui traversent les composants et des tensions qui sont aux bornes des composants. Donc en fait, l'étude, la compréhension, la modélisation des systèmes dont on a parlé au premier chapitre nécessite quoi? Nécessite la maîtrise, la compréhension et l'étude d'un circuit électrique, c'est-à-dire des lois qui le régissent. Donc pour ça, il faut comprendre comment fonctionnent ces dipôles et comment ces grandeurs électriques interagissent entre elles à l'intérieur du circuit. Donc la compréhension de ces dipôles est l'objet de ce chapitre. Nous parlerons de la mise en équation au prochain chapitre. Donc là, nous nous intéresserons qu'aux dipôles. Le premier type de dipôle que nous allons étudier sont les dipôles linéaires. Ce sont des dipôles qu'on va rencontrer le plus souvent. On n'aura pas toujours des dipôles linéaires, parfois on sera confronté à des dipôles non linéaires, mais dans ce cas, eh bien, on cherchera à linéariser ces dipôles pour simplifier la modélisation. Alors, un dipôle linéaire, comment se caractérise-t-il? Eh bien, sa caractéristique courant-tension, qui caractérise donc l'interaction, la relation entre le courant qui traverse le dipôle et la tension qui apparaît à ces bornes quand le courant le traverse, eh bien, cette caractéristique est une droite. Un exemple de dipôle linéaire le plus courant et le plus classique, on en a déjà parlé, c'est la résistance. Et la résistance, la valeur de la résistance d'une résistance, eh bien, en fait, c'est l'inverse de la pente de sa caractéristique, c'est-à-dire R égale U sur I. C'est une relation fondamentale qu'on appelle la loi d'Ohm. Ça, c'est une manière de l'écrire. On peut écrire plus couramment que U est égal à RI, ce qui revient exactement au même. C'est juste un jeu d'écriture. Donc cette loi d'Ohm qu'on utilisera énormément dans la modélisation des circuits électriques. S'il existe des composants linéaires, c'est pour les distinguer des composants non linéaires. Donc il existe
des dipôles non linéaires, dont un exemple typique est l'exemple de la diode, dont on voit une photo ici. Qu'on représente d'ailleurs par ce symbole-ci, et ce symbole-ci qui est une espèce de flèche, cette partie-là du composant est symbolisée par ce trait-là qui permet de placer le composant dans le bon sens de son utilisation. Si j'alimente ce composant par une tension et que je mesure le courant qu'il traverse, à ce moment-là, on obtient cette caractéristique, une caractéristique directe, parce que le courant et la tension sont fléchés dans le sens positif. Il existe pour ces composants une caractéristique inverse, mais dont nous ne parlerons pas parce que ça n'a pas d'intérêt dans cet exemple-là. Cette caractéristique directe montre que si la tension n'a pas dépassé un certain seuil compris entre 0,4 et 0,8 volts, eh bien le
enlève de la puissance pour la fournir à un récepteur. Donc, dans la catégorie des dipôles générateurs, il existe deux types de dipôles générateurs. Les générateurs de tension et les générateurs de courant. Les générateurs de tension sont des générateurs qui sont supposés fournir la tension quel que soit le courant. Et les générateurs de courant, dits aussi générateurs Norton qui vont nous intéresser là, sont des générateurs qui fournissent du courant quelle que soit la tension à leur bord. Les générateurs de courant donc, sont aussi appelés des générateurs dits Norton, et la caractéristique des générateurs de Norton, parfait, eh bien, est une droite dont la pente est nulle, qui caractérise le fait que, quelle que soit la tension, le courant fourni par le générateur, l'intensité du courant fourni par le générateur est constante. On le représente par un cercle barré d'un trait et donc qui fournit un courant I0. Donc cette représentation-là est une représentation un peu abusive puisque même si le générateur est parfait, eh bien, on ne peut pas fournir un courant à un espace vide. Donc la représentation idéale serait cette représentation-là puisque le courant I0 existe bien quand la tension est nulle. En réalité, il n'existe pas de générateur parfait. Les générateurs réels sont des générateurs qui possèdent une légère pente qui font que l'intensité du courant varie légèrement en fonction de la tension. Donc cette droite ici est représentée par la droite suivante, qui est composée de deux éléments. Le courant de court-circuit que l'on a sur le générateur, et puis la variation de l'intensité du courant en fonction de la tension, qui est symbolisée par le fait qu'il s'agit d'une droite de pente non nulle, qui est représentée par cette constante-là, qui est en fait une résistance, dite résistance interne. On représente ce générateur réel de la manière suivante. On retrouve notre générateur parfait, donc avec le cercle barré, le courant I0 à vide, et la résistance interne, R, qui fait partie du générateur. Et tout ça est censé fournir eh bien, de la puissance à une charge externe. Autre type de générateur, des générateurs de tension, dits générateurs aussi de Thévenin. Alors, un générateur de tension parfait est un générateur qui, à ses bornes, a une tension, quelle que soit la valeur du courant. On fera attention du fait que là, la caractéristique n'est pas la même que d'habitude. D'habitude, on a une représentation courant-tension. Là, on a une représentation tension-courant. Donc, à vide, on a une tension au zéro, qui est en fait une différence de potentiel. Et quel que soit le courant, eh bien, la tension à ses bornes ne varie pas. La représentation d'un générateur de Thévenin est la suivante. Il s'agit d'un cercle barré, mais cette fois de manière verticale. Et à ces bornes, eh bien, on a une différence de potentiel qui se transformera en tension une fois qu'on aura branché une charge à ce générateur. Comme bien sûr les générateurs de Norton tout à l'heure, les générateurs parfaits, ça n'existe pas. Donc le générateur réel est représenté par cette caractéristique qui quantifie le fait que quand on va tirer un courant du générateur, eh bien la tension aura tendance à légèrement diminuer avec donc une pente non nulle comme à l'inverse des générateurs parfaits. La caractéristique est donc la suivante. La tension aux bornes du générateur est égale à la tension à vide de ce générateur, auquel on va enlever une chute de tension qui va être donc proportionnelle à une résistance qui est la résistance interne. La représentation est la suivante. On retrouve notre générateur parfait avec ici une tension E0 donc fournie, une résistance interne ici, et puis tout ça fournit une puissance à une charge éventuelle. Un exemple de générateur de tension, le plus courant, le plus classique, celui qu'on retrouve le plus, surtout sous forme de tension continue, il s'agit d'une pile qu'on a représentée par cette représentation-là un peu particulière, qui intègre à la fois le générateur parfait E0 et la résistance interne, et qui fournit donc une tension U en fonction de la charge qu'on lui branche. Donc je représente ici une pile alcaline de 1,5 volts.
Une classe particulière des dipôles passifs sont les dipôles réactifs. Il s'agit donc de dipôles qui échangent de l'énergie avec la source. Un dipôle passif pur ne fait que consommer de l'énergie. Là, le dipôle réactif va faire des échanges avec la source. Alors, comment ça se passe? Comment peut-on le mettre en évidence? Je considère un dipôle réactif. On donnera des exemples de dipôles réactifs juste après. Je l'alimente avec une tension V2T et donc il est traversé par un courant I de T. Donc la tension V2T peut être par exemple un sinus, et dans ce cas-là, j'observe que le courant I de T est décalé par rapport à la tension V2T. Il y a un déphasage entre le courant et la tension. Si je calcule la puissance instantanée, eh bien à ce moment-là, je vais observer qu'il y a des parties positives qui représentent la puissance dissipée par le dipôle et des parties négatives qui sont en fait de la puissance renvoyée par le dipôle. Il y a donc des échanges d'énergie entre le dipôle et la source de tension. Alors, exemple de dipôle réactif, eh bien le premier type de dipôle réactif que l'on va trouver, ce sont des condensateurs. Il s'agit de composants constitués de deux conducteurs séparés par un isolant, par un diélectrique. La loi qui lie le courant et la tension dans un condensateur est la suivante, c'est-à-dire que I de T est égal à la valeur du condensateur multiplié par D de V de T sur dt. Et puis, eh bien voilà, on retrouve plusieurs types de condensateurs en fonction de leur technologie. On a des condensateurs qui sont chimiques, des condensateurs dont le diélectrique tantale en céramique, etc., etc. Autre composant réactif, eh bien l'inductance, dont la loi qui lie la tension et le courant est la suivante, V de T égale L dI sur dt. Et il s'agit là de bobinage, c'est-à-dire qu'on a un noyau magnétique sur lequel on vient bobiner un fil de type de cuivre, permettant la mise en place de ce qu'on appelle donc d'un phénomène inductif pour ce composant. À retenir de ce chapitre sur les dipôles, eh bien que ces dipôles sont des éléments d'un circuit électrique et qu'en fait, ils se caractérisent par le fait qu'ils possèdent deux bornes. Un dipôle est traversé par un courant et ce courant produit une tension aux bornes de ce dipôle. Ce dipôle est caractérisé par une caractéristique courant-tension qui le décrit complètement. Un dipôle est dit linéaire si la pente de cette caractéristique est une constante, en fait c'est donc une droite. Dans le cas où le dipôle n'est pas linéaire, il peut être linéarisé en considérant son fonctionnement autour d'un point de fonctionnement ou point de repos. Et à ce moment-là, on va approximer sa caractéristique courant-tension à la pente au voisinage de ce point de fonctionnement. Un dipôle est dit passif si la pente de sa caractéristique courant-tension est positive. Un dipôle est dit actif si la pente de sa caractéristique courant-tension est négative. Et cas particulier des dipôles passifs, un dipôle est réactif s'il échange de l'énergie avec sa source. Voilà, le prochain chapitre sera consacré au circuit électrique et à leur mise en équation. Je vous remercie.